c'est un élu local, comme il y en a des dizaines de milliers en France, un citoyen qui s'implique dans la vie de sa commune, parce qu'il y a fait sa vie, parce qu'il aime tout simplement sa petite ville. Il y fait une carrière politique à la mairie, mais là, il jette l'éponge, il démissionne, il arrête la politique, il quitte la commune, et il l'a annoncé en conseil municipal le mercredi dernier. Cet homme s'appelle Boris Venon, deuxième adjoint socialiste à la mairie des Mureaux, dans les Yvelines, et il expliquait mercredi dernier en conseil municipal les raisons de son renoncement. Écoutez. Depuis 2 ans, j'ai subi 11 agressions, là où pendant 12 ans, je n'ai jamais connu d'épisode de cette nature, et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques, allant jusqu'à la menace de mort, et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous ici. C'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme. Et c'est un homme dont tout le parcours politique s'inscrit à gauche qui vous le dit. Voilà, Boris Venon, donc, qui s'exprimait devant le conseil municipal des Mureaux la semaine dernière. Ça fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Bonjour Carole Barjon. Bonjour Dimitri. Grand reporter à l'Obs. Voilà, parfait, oui. Merci Carole. Charlotte Dornelas est avec nous aussi, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Alors cet extrait de Boris Venon, un homme de gauche qui dit le racisme anti-blanc, ça existe. Pourquoi cette déclaration prend-elle de telles proportions, Charlotte Dornelas? Moi, je trouve qu'elle prend pas tellement de proportions en réalité. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, ça a fait le tour des réseaux sociaux, mais ça s'est arrêté là. Et ce sont des affaires, c'est-à-dire que la question du racisme, de manière générale, est très présente dans le discours médiatique, sauf celui-ci, qui, quand il est évoqué dans certains médias, c'est pour nous expliquer qu'il n'existe pas, en faisant cette distinction entre le racisme dont peut être victime une personne et le racisme qui serait systémique de l'autre sens. Et donc, les Blancs... pour reprendre la rhétorique, les Blancs ne pourraient pas être victimes eux-mêmes de racisme puisqu'ils appartiennent au système dominateur. Oui. Les seuls à avoir inventé un racisme doctrinal, ce seraient les Blancs. Et là, on aura affaire, je parle dans les termes techniques, parce que je suis allé me renseigner, d'un racisme attitudinal. Voilà, c'est ça. Et donc, on nous explique, c'est très simple, c'est-à-dire que les Blancs, je reprends le jargon tel qu'il est expliqué dans l'antiracisme progressiste, notamment aux États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire que les Blancs sont les représentants, même malgré eux, d'un système de domination occidentale sur le reste du monde et en particulier sur les minorités, sur la diversité, etc. Et donc, par ce biais-là, ne peuvent pas être victimes de racisme, c'est-à-dire du seul racisme qui existe, c'est-à-dire le racisme systémique. Donc, il y a le racisme attitudinal, c'est-à-dire une personne contre une autre personne, mais c'est anecdotique par rapport à la marche du monde, et donc il ne faut pas s'en occuper et continuer à expliquer que ça n'existe pas. N'empêche qu'on a un élu là qui nous dit qu'il est obligé de quitter la ville qu'il sert quand même depuis 15 ans, 14 ans exactement, et qui depuis 2 ans se voit menacé. On l'avait vu, il s'était opposé au rapprochement du PS à la France Insoumise, donc il y a peut-être des batailles internes qui ont conduit aussi à le viser lui plus particulièrement. Il n'empêche que les insultes qu'il reçoit, et honnêtement, il faut quand même avoir les yeux grands fermés pour être étonné du témoignage qu'il donne. Oui. Alors, je pars de là, donc l'histoire personnelle de Boris Venon, de sa décision radicale de renoncer à la politique, de quitter la commune, enfin renoncer à la politique, en tout cas pour le moment. Il y a ce qu'il dit, il y a 2 ans, ma ville a changé, je ne la reconnais plus, Carole Barjon. Elle avait changé depuis très 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 longtemps, les Mureaux, puisque c'était quand même une ville à problème, comme on dit, où il y avait beaucoup de délinquance, des ghettos, etc. Oui, mais c'est vrai qu'elle avait espace aussi. Et c'est vrai qu'elle avait quand même, en principe, pas mal évolué, elle s'était rénovée, etc. Ouais. Ville préférée des politiques pour les visites sur le terrain. Il y en a à combien par an? Un certain nombre. Voilà, on se souvient que c'est là que Macron avait fait son grand discours sur le séparatisme. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans cette affaire, c'est que, alors d'abord, je rebondis sur ce que disait Charlotte tout à l'heure, à savoir que ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, mais pas tellement ailleurs. C'est vrai que j'ai remarqué que il n'y avait aucune dépêche AFP, par exemple. Donc, je sais pas pourquoi, mais enfin, c'est comme ça. Par ailleurs, il a quand même donné comme raison
le racisme effectivement anti-blanc, c'est pas quand même anodin que ce soit un élu socialiste qui valide au fond cette notion qui a toujours été récusée par beaucoup de mouvements de gauche, notamment la LUPES, la France Insoumise, etc. Donc ça, c'est quand même nouveau. Oui, parce qu'on aurait pu dire c'est l'élu qui était visé en réalité, mais le blanc quitte ma ville, fonction politique de l'homme en question n'apparaît même pas dans l'agression dont il est victime. Il y avait ça. Je note du reste que l'adjointe, je crois, aux relations internationales de la mairie des Mureaux a évidemment condamné, mais a mis ça, a mis ça dans des discriminations en général. Oui. Donc, ce qui était une manière peut-être d'atténuer l'accusation et l'expression qu'avait employé Boris Venon, c'est ça. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il n'y a pas eu il n'a pas dénoncé que le racisme anti-blanc. Il a aussi dit qu'il avait été l'objet d'attaques homophobes. Oui. Charlotte, vous voulez... Non, mais moi je voulais réagir simplement sur la dernière partie de cette phrase où il dit lui-même, c'est un homme dont tout le parcours s'inscrit à gauche, qui vous le dit. Alors c'est vrai, on comprend très bien pourquoi il le dit, parce que évidemment il y a certains de ses petits copains qui vont le renvoyer à l'extrême droite dans le quart de seconde où il explique c'est ce que dit François Garret, le maire PS des Mureaux, qui dit ces actes et propos à l'encontre de mon adjoint sont inacceptables, mais les Mureaux, ce n'est pas ça, les raccourcis sont toujours très dangereux. Oui, alors je comprends. Et il dénonce la récupération politique. C'est ça, je comprends d'un côté que le maire des Mureaux explique qu'aux Mureaux, c'est pas non plus l'opposition raciale permanente. Je peux comprendre qu'il défende sa ville, et par ailleurs, évidemment, aux Mureaux, il se passe d'autres choses. Et lui, mais le problème, c'est que systématiquement, on va noyer ce que vous expliquez avec l'autre adjointe, on va noyer ça dans un relativisme. Il y a toutes les discriminations. C'est vrai qu'il y a cette discrimination-là, il y en a d'autres. Seulement celle-là, elle est en permanence niée et elle vous renvoie aux extrémités de l'échiquier politique. C'est une manière de ne jamais vouloir en parler. Et je note simplement que quand des personnalités de gauche disent quelque chose, elles se sentent toujours obligées de préciser qu'elles sont de gauche et que donc elles ne le disent pas du tout comme des gens de droite. Alors je précise simplement, je pense à ça parce que souvenez-vous du livre de Davet et l'homme sur l'islamisation en Seine-Saint-Denis. Davet et l'homme interviewé avait dit, la question leur avait été posée, il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres avant vous, l'islamisation de la Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de gens qui l'ont découverte avant vous, ce qui ne retire rien d'ailleurs à la pertinence du livre, et ils avaient répondu, oui mais avant c'était des idéologues, nous, non mais la réponse était magnifique, nous ce sont des faits. Alors je précise que quand quelqu'un de droite s'inquiète d'une situation, c'est en général à partir de faits, et que la définition de l'idéologue, c'est celui qui se réfugie dans le monde des idées pour ne pas considérer les faits. Celui qui écarte les faits, précisément. Alors écarter les faits, c'est aussi fermer les yeux sur les faits. C'est une manière d'être idéologue, et je le précise à certains gens de gauche qui ne veulent pas voir la réalité. Autre sujet, si vous le voulez bien, on pourrait y passer longtemps, mais il y a beaucoup d'actualités. Je vous fais mention très rapidement, on en reparlera dans la semaine sur Europe 1 parce que c'est absolument ahurissant. Du côté de la Belgique, on s'inquiète de voir le pays devenir un narco-État. Figurez-vous, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborn, a été placé sous protection car menacé d'enlèvement ourdi par les milieux de la drogue. Imaginez Gérald Darmanin qu'on serait obligé d'aller cacher parce que les milieux de la drogue seraient en train de l'enlever. Bon. Là, en France, on n'en est pas là, mais peut-être avez-vous vu passer hier le journal du dimanche qui faisait sa une sur l'essor du narco-banditisme absolument partout sur le territoire, y compris dans des villes moyennes qui jusque-là en étaient plutôt épargnées. Gérald Darmanin est aux Antilles ce matin. Il est en Martinique, je ne dis pas de bêtises, il est en Martinique. Florent Ossu, notre correspondant, a pu intercepter le ministre de l'Intérieur et il le questionnait sur le fait qu'on a cette impression quand même que les forces de l'ordre réagissent systématiquement sans pilonner réellement, sans s'en prendre à la tête du narco-banditisme. Écoutez ce que lui répondait le ministre de l'Intérieur cette nuit. Il est évident que la police et la gendarmerie ne font que régler des problèmes lorsque ces problèmes sont arrivés, mais qu'il faut essayer de les éviter, ces problèmes. Et qu'il s'agisse de l'autorité parentale. Parce que quand je vois aussi que des gamins de 12, 13, 14 ans attaquent des policiers, volent ou trafiquent du stup, je me dis que les parents n'ont pas fait tout à fait leur travail également. Il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que les communes. Il y a aussi une responsabilité de chacun de ceux qui nous écoutent ici de dire « Moi, je suis un citoyen et je suis parent et je laisse pas traîner mon fils », comme dirait la chanson. Il ne faut pas laisser traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Ah, la chanson de NTM. Mais voilà, c'est les parents, Carole Barjon, voilà, vous n'avez pas compris. La faillite est éducative. La faillite est éducative. J'ai vraiment pas compris. J'avais pas compris que le problème, au fond, de la drogue, c'était les usagers. C'est pas les usagers. Bien sûr que, on s'en prend aux usagers
Enfin, il dit aussi, s'il y a des petites mains dans le trafic de stupéfiants, la consommation de drogue, on sait parfaitement que ce sont des petites mains, que le problème sont les gros trafiquants. Et Gérald Darmanin a fait toute une série d'annonces la semaine dernière sur le fait qu'ils avaient démantelé des centaines de points de deal en France, et c'est très bien. Mais c'est 1000 opérations par an. Oui, mais c'est parfait. Mais le problème, évidemment, n'est pas là. Enfin, n'est pas seulement là. Il est à la tête des gros réseaux, et ça, on ne voit pas très bien. Enfin, on a l'impression que, au fond, là, on va faire du chiffre. Hein. C'est ce que disent d'ailleurs les policiers, les enquêteurs de la police judiciaire qui se sont élevés, je le rappelle, il y a quelques semaines, contre la réforme de la police judiciaire voulue par Gérald Darmanin, et leur argument, c'était précisément celui-là. C'était de dire, on va nous demander de faire du chiffre pour vendre ça à l'opinion, mais la réalité, c'est qu'on va enlever des gens qui enquêtent sur le temps long, parce qu'on sait très bien que pour remonter au gros bonnet de la drogue, eh bien, il faut effectivement des enquêtes très longues, discrètes. Oui. Voilà, donc c'est ça le sujet. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement, Charlotte Dornelas? Parce qu'effectivement, on a une police aujourd'hui qui mène des opérations de pilonnage, des points de deal, les PDD, comme on dit désormais dans le jargon policier, c'est vraiment totalement intégré. Et malgré cela, on a l'impression, que le narco-banditisme, c'est-à-dire le trafic de drogue et toutes les violences qui l'entourent, ne cesse de progresser. Vous regardez aujourd'hui Dijon, Besançon, des villes moyennes comme celle-ci, Angers, voilà, sont phagocytés par des trafics de stupéfiants que l'on voyait il y a 10 ans uniquement à Marseille ou en région parisienne. C'est l'inquiétude du narco-État, là, comme vous le disiez, notamment pour la Belgique. Alors, les policiers des stupes, déjà, on parle depuis des années, en disant le narco-État, il finit par se mettre en place quand il y a une disproportion totale entre les moyens de l'État et celui du milieu de la drogue. Or, la progression, on va dire, de l'importance financière du trafic de drogue en France est réellement inquiétant pour les années à venir. Ça, c'est indiscutable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En effet, et franchement, je rejoins absolument sur la question de la réforme de la police, il y a absolument besoin des deux. C'est-à-dire que vous avez besoin d'enquêteurs spécifiques, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un point de deal arrêté, c'est-à-dire une ligne barrée au ministère de l'Intérieur, ça peut être un gamin avec sa sacoche qui a 3 grammes de cocaïne dedans, qui est en train de la vendre. Une fois que lui est arrêté par les fameuses brigades qui sont sur le terrain, le bleu qui est sur le terrain, lui est arrêté, c'est un point de deal, qui est tombé dans les chiffres du ministère. Sauf que ce gars-là, il arrive au commissariat, on manque d'enquêteurs en France, il faut aller prouver pour que ça tienne, pour que le dossier tienne devant la justice, il faut que l'interpellation se fasse dans les règles de la procédure qui est extrêmement compliquée, il faut qu'il y ait un enquêteur sur place pour pouvoir remonter la filière. Donc résultat, le gamin, la plupart du temps, il ressort, et si c'est pas lui qui ressort dans les 2 heures, c'est un autre qui prend la suite. Donc on a besoin de gens sur le terrain, notamment pour rassurer et protéger la population, c'est absolument indiscutable. Mais on a aussi besoin d'enquêtes plus poussées. Elle est implacable dans la description de la procédure, de pourquoi ça marche pas. Merci Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles, Carole Barjon de l'Obs. Merci à toutes les deux. Je vous souhaite une bonne journée. 8h50.